Bon après-midi tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. Merci au comité de m'avoir invité pour parler d'un sujet là, qui m'intéresse particulièrement. Effectivement, les chantiers de récolte, pas tellement parce que je suis amoureux de la machinerie, mais plutôt parce que ça a un impact important au niveau du coût de production, donc la rentabilité des fermes. Je voudrais aussi remercier mes collaborateurs dont les noms apparaissent là, sur cette diapo. On va commencer par un petit sondage à main levée, mes excuses aux gens en web diffusion. Donc, selon vous, quel est le chantier le plus efficace entre les deux que je vous présente? On les reconnaît. Le deuxième, là, c'est une presse à balles rondes. Donc, qui vote pour le chantier numéro 1? Vous levez la main. OK, on a beaucoup d'abstentions. Le chantier numéro 2? Je dirais qu'il y a préférence pour le chantier numéro 1. Les abstentions? OK. Bon, allons-y. On a tendance à mélanger des concepts, entre autres efficacité avec efficience ou productivité. En fait, l'efficacité, c'est plutôt la capacité d'une personne ou d'un système à parvenir à ses fins et à atteindre ses objectifs. Donc, par rapport aux deux images que je vous ai présentées, ce qui nous manquait comme information, c'était quels étaient les objectifs à atteindre par ces chantiers-là. Donc, c'était difficile de se prononcer. Allons-y donc tout de suite en parlant d'objectifs. Quels devraient être les objectifs d'un chantier? Bien entendu, la quantité, qu'on va mesurer en tonnes de matière sèche, la qualité, que j'exprime en termes de fibres, et le coût, parce qu'on est en affaires et on veut rester en affaires, faire des bénéfices. L'objectif quantité, c'est assez simple à déterminer. On y va avec la consommation de fourrage du troupeau. On va enlever les consommations d'autres types de fourrage, ensilage de maïs, paille, pâturage, ce qui va nous laisser la consommation de foin dans le silage d'herbe. À ça, on va devoir additionner les pertes qu'on va avoir à supporter à l'entreposage, la reprise et la distribution. Ça va nous donner la quantité à récolter pour la saison. L'objectif qualité, ça, je n'apprendrai rien à personne en disant qu'une plante de meilleure qualité va avoir une incidence importante sur les coûts d'alimentation. Ici, j'ai mis tout simplement des valeurs sur les quantités de fourrage et de concentré servis dans 3 exemples qui avaient été présentés aux participants de la formation Le défi des fourrages que Valacta avait offert aux producteurs en 2013. Donc, avec un fourrage de très bonne qualité, 28 d'ADF, on avait un coût d'alimentation d'un peu moins de 20 $, puis on voit comment ça évolue. Pas de surprise. Yep, erreur du... Bon, moi aussi, j'ai touché au mauvais bouton. OK, bon, ça... Pas d'erreur, les producteurs l'ont compris. Ici, on vous montre un graphique là, de l'évolution du contenu en ADF des ensilages de légumineuses récoltés au Québec. Ça, c'est selon ce qu'on a eu comme information de la part de nos producteurs qui utilisent notre service conseil en alimentation. Bon, les années 2008-2009, on sait comment la récolte a été difficile, les conditions difficiles. Par contre, les coûts importants au niveau des concentrés ont certainement motivé les producteurs pour apporter des améliorations, s'assurer de faire de la qualité. 2010 a été une année de récolte exceptionnelle au niveau température. Puis par la suite, les années ont été peut-être moins faciles. Malgré tout, les producteurs ont réussi à se maintenir à ce niveau-là. Il y a encore du chemin à faire, mais on a progressé passablement. Il y a 2 diapos où on disait meilleure qualité de fourrage égale moins de concentré. Ici, ce que je vous présente, c'est le ratio lait concentré. Ce n'est pas tellement que depuis 2010, les vaches produisent beaucoup plus de lait avec les mêmes concentrés, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'on met moins de concentré pour des productions similaires. Le ratio est passé d'autour de 2,7 à la fin des années 2008-2009, puis on a atteint 3,3. Donc, c'est très intéressant en termes de contrôle de coûts.
On parle de coûts, justement. Ce que je vous ai présenté tout à l'heure, les comparaisons, on utilisait le coût standard des fourrages, donc 200 $ la tonne de matière sèche, ce qu'on utilise chez Valacta dans le calcul de nos rations, ce qui correspond au bâtonnet en bleu foncé. Par contre, en bas, l'échelle d'abscisse, ça présente différents coûts de production des fourrages. Alors, on s'aperçoit que si le coût augmente, le fameux avantage qu'on est allé chercher en produisant des fourrages plus jeunes, bien, on risque de perdre. Donc, exactement à 300 $, on se retrouve à peu près à la même position que quelqu'un qui aurait récolté un ADF d'autour de 35 %. Donc, c'est quelque chose à considérer, le coût de production des fourrages. Et là, comme quelqu'un l'a dit ce matin, sont peu nombreux les producteurs à connaître leur coût de production des fourrages. Bon, j'ai appris que les clients de la coop le connaissaient ce matin. Il y a aussi au niveau des groupes conseils depuis plusieurs années où cette information-là leur est présentée. Peut-être par contre que les gens n'y portent pas suffisamment attention parce que ce n'est pas toujours évident que dans une discussion, ils sont capables de nous citer les chiffres de leur entreprise. Ici, je vais aller chercher dans la banque de données Agritel les résultats de fermes laitières. J'en ai trouvé 524 qui avaient des données disponibles pour les 5 années de 2010 à 2014. Pourquoi 5 années? Pour éviter l'impact d'une mauvaise année due à un gel hivernal ou une sécheresse. Donc, en faisant une moyenne pour chacun de 5 ans, ça reflétait mieux leur situation. J'ai divisé ça en quintiles. Donc, les gens les plus performants affichent un prix cible. Prix cible, c'est pour les groupes conseils l'équivalent du coût de production. Donc, on peut assimiler ça à coût de production. De 168 $ la tonne de matière sèche, puis à l'opposé, les gens à la queue sont à près de 300 $ la tonne de matière sèche. Ça fait que si vous faites le lien avec ce que je vous ai présenté plus tôt, donc les gens du premier quintile, ça leur coûte encore moins cher que le 18 et 40, et les gens du dernier quintile, ils sont plutôt autour de 24-25 $ à condition de faire d'excellents fourrages. Comment ça s'explique? Bien, on voit que le rendement a tendance à diminuer plus on s'éloigne, plus on s'en va vers la droite. Ça, c'est une partie de l'explication. L'autre, c'est une partie qui m'interpelle beaucoup. Les charges machinerie par tonne de matière sèche. Les gens du premier quintile sont à 72 $, puis à l'autre bout, pour la même tonne de matière sèche, c'est presque le double. Comment ça peut s'expliquer? Et est-ce qu'il y a vraiment un lien important entre le coût de production et le coût de machinerie? Ici, on a les charges machinerie, le prix cible en fonction des charges machinerie. Les points bleus, ce sont les 524 fermes dont on a les résultats. Puis vous voyez là que l'équation nous dit qu'il y a une relation importante puis qui est significative. Donc, il faut suivre ça, faut regarder ça de près, la question de la machinerie, si on veut contrôler son coût de production des fourrages. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le coût à la tonne? Bien entendu, le coût à l'hectare. On voit comment ça progresse. En dessous de ça, l'investissement en machinerie. Investissement à l'hectare, on voit que les gens du premier quintile ont un montant investi beaucoup plus petit que les gens du dernier quintile. Et ça ne s'explique pas tellement par l'investissement global dans l'entreprise, la valeur du parc de machinerie, mais beaucoup plus par la superficie sur laquelle on utilise cette machinerie-là. Donc, une plus grande superficie pour les gens du premier quintile versus ceux du cinquième quintile. En fait, même le dernier groupe, c'est celui qui a le moins investi en machinerie. Malheureusement, à cause de la superficie qu'il cultive, il y a sous-utilisation de cette machinerie-là, donc des coûts plus élevés. Question la plus importante, est-ce que produire des bons fourrages coûte plus cher? Les informations qu'on a pu aller chercher dans la banque de données, dans l'analyse de la banque de données, c'est non. On n'a pas pu trouver de relation
significative entre le coût de production des fourrages et la qualité de ceux-ci. Pour la suite de la présentation, on va utiliser un exemple, je l'ai appelé le producteur exigeant, d'où le lien avec mon titre. C'est un exemple qui va être simple, simplifié, j'espère pas simpliste, mais l'idée est tout simplement de démontrer la démarche, là. Donc, ici, notre producteur se trouve dans la localité de Nicolette, tout près d'ici. Troupeau laitier moyen du Québec, 60 vaches et le remplacement. L'alimentation en fourrage est composée de maïs en silage à 30 %, le reste en foin et en silage de foin. Et les pertes à l'entreposage, la reprise et la distribution sont de 15 %. Ici, je me suis fié au feuillet du CRAAC pour ce chiffre. Donc, notre producteur exigeant a déterminé ses objectifs ainsi. 380 tonnes de matière sèche à récolter en foin et en silage de foin. Son objectif qualité, 30 % d'ADF pour ses vaches en lactation. Il va avoir un volume haut pour les vaches taries. Actuellement, son coût de production, qu'il connaît, il est un des rares qu'il connaît, est à 230 $ la tonne de matière sèche. Il ne vise pas nécessairement le baisser, il veut garder ça dans une fourchette autour du prix standard. On continue. Le défi du chantier de récolte, c'est effectivement la première coupe. Pourquoi? Bien parce qu'on voit que ce que vous utilisiez, un système à 3 coupes ou à 4 coupes, la plus grande portion du volume se retrouve en première coupe. Donc, c'est déjà ça. On a plus de travail à faire. Deuxième, donc, pour notre producteur exigeant, si on fait, c'est quelqu'un qui utilise un système à 4 coupes, 36 % de son 380 tonnes, on déduit le 20 tonnes qu'il va faire pour ses vaches taries, il a 120 tonnes de matière sèche à récolter. Pour un producteur, 120 tonnes de matière sèche, ça dit peut-être pas grand-chose. Ici, c'est pour ça qu'on l'a traduit en boîte d'ensilage. C'est plus simple, c'est concret, il va à tous les jours, ce qui se passe dans le champ. Donc, on a transféré ça en 60 boîtes d'ensilage de 16 pieds. Peut-être qu'une boîte d'ensilage de 16 pieds, ce n'est pas exactement 2 tonnes, mais c'était pour faciliter les calculs ici que j'ai arrondi ça. L'autre défi qu'on a à rencontrer, encore une fois en première coupe, c'est la maturation rapide des plantes, beaucoup plus rapide. Et ce que notre producteur vise, en fait, c'est c'est de récolter ces plantes entre le stade bouton et le stade 10 % fleurs. Il veut vraiment aller chercher la crème de la crème. Pour des légumineuses, donc, si on regarde un peu plus bas, on tient compte des degrés jour accumulés, ce serait entre 250 et 350 degrés jour. Je vais essayer la marche arrière. Comment ça se compte des degrés jour? Ben, en fait, c'est la température moyenne de la journée, moins 5, puis on fait le cumulatif à partir du 1er avril. Cette façon de faire fonctionne très bien pour nous indiquer le moment de début pour la première coupe. En fait, on ne commencera pas forcément quand on va avoir atteint 250 degrés jour. On va tout simplement intensifier les visites au champ pour trouver le moment idéal au niveau du stade de développement pour lancer la fauche. Cette information-là est disponible pour tout le monde sur le site agrométéo.org. Donc, selon votre région, vous trouvez la station météo qui correspond, puis vous allez avoir les informations où en est rendu le cumul des degrés jour dans votre région. Ceci dit, en passant, ça fonctionne pour la première coupe. On ne parle pas des coupes subséquentes, mais c'est un indicateur, un outil intéressant pour la première coupe. Quelles sont les contraintes? On sait ce qu'on a à faire, on connaît la période, la fenêtre
de maturité qui convient. Mais là, il y a des contraintes. La première, la plus importante, vous la connaissez, c'est la météo. Mais il y en a d'autres. L'horaire quotidien, donc, ce qui va déterminer la disponibilité de la main-d'œuvre pour opérer le chantier. La capacité des machines, c'en est une. Le nombre et la puissance des tracteurs qui vont faire qu'on va pouvoir exécuter plus ou moins d'opérations en simultané et peut-être le temps que ça va prendre à réaliser chacune des opérations, la vitesse d'exécution. On va revenir à la météo. Les années se suivent, mais ici, ce que je veux faire, c'est selon le système de récolte qu'on utilise, regarder le nombre d'opportunités de récolte disponibles pendant la période. Ici, j'ai affiché l'année 2010. Si mon producteur situé à Nicolet veut récolter entre le 20 mai, qui correspondrait à peu près à 250 degrés jour, jusqu'au 3 juin, qui est à peu près le 350 degrés jour, durant cette période-là, en 2010, durant ces 2 semaines-là, il y a eu 12 opportunités s'il faisait de l'ensilage en un jour. S'il faisait plutôt le système plus conventionnel, on fauche une journée, on ensile le lendemain, il y aurait eu 11 opportunités. Tandis que si on va à l'autre extrême, un système qui s'apparente au foin sec, on parle de 10 opportunités. Sur cette base-là, notre producteur aurait pu dire, moi, je vais prendre la moyenne au niveau de température dans ma région, puis je vais ajuster la vitesse ou la capacité de mon chantier en fonction du nombre d'opportunités que j'aurai. S'il fait ça, ça veut dire qu'il accepte de manquer son coup 1 fois sur 2. Et puis, je vous ai dit que c'est un producteur exigeant. Donc, ce n'est pas acceptable pour lui. Il s'est plutôt fixé de réussir 8 fois sur 10. Donc, j'ai fait le palmarès des années classées en fonction, des 10 dernières années, classées en fonction du nombre d'opportunités de récolte. Et on s'aperçoit, par exemple, c'est 2011 qui se classe au 8e rang. Puis si on regarde le système de notre producteur, bien, il y a 2 opportunités de récolte à ce moment-là. Donc, lui, il doit organiser son chantier pour pouvoir récolter ces 60 boîtes d'ensilage qu'il a définies comme étant son volume à récolter. Il faut qu'il le fasse en 2 opportunités. C'est ça qu'il y a à rencontrer comme exigence. On va retourner voir comment ça fonctionne, le chantier aux producteurs exigeants. Bon, il fauche la première journée, au début de l'après-midi, jusqu'à l'heure du train. Il arrête pour rentrer au train. Et le lendemain, il ensile il commence à la fin de l'avant-midi et puis il termine à peu près à l'heure du train. Une journée type, chez lui, c'est 18 boîtes d'ensilage de 16 pieds. Donc, pas besoin de sortir des gros programmes de calcul pour comprendre qu'à 18 boîtes par journée de récolte, on n'aura pas 60 boîtes de récoltées en 2 jours. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va revenir examiner qu'est-ce qui se passe avec son chantier. Est-ce qu'il y a un maillon faible qui ralentit tout ou c'est l'ensemble de l'organisation qui est à repenser? Il va falloir, d'un côté, regarder la capacité de chacun des équipements pour voir est-ce que ça permet de réaliser les tâches à l'intérieur du temps disponible. Puis, comment on utilise cet équipement-là durant nos journées de travail. Bon, calculer la capacité théorique d'une machine, c'est assez simple. On prend sa largeur de travail qu'on multiplie par sa vitesse d'avancement, puis on divise par l'unité de surface qu'on retient. Donc, dans mon exemple, la fourragère, elle ramasse l'andin qui a été fait par la faucheuse, une faucheuse de 3 mètres. Donc, elle a l'équivalent en largeur de travail. On avance
à 9 km/h, ce qui fait que dans une heure, on aurait théoriquement 2,4 hectares de couvert. Je vous ai dit que ce n'était pas pratique. Mon producteur, lui, il calcule en boîtes d'ensilage. Donc, en mettant le rendement de la première coupe, ça donne l'équivalent de 4 boîtes d'ensilage à l'heure, qui semble avoir un certain bon sens. On peut se questionner là, sur la largeur de travail. Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir plus large que ça? Probablement, mais c'est sa réalité pour l'instant. Dans la pratique, on l'a vu tout à l'heure, l'observation nous a dit qu'il récoltait 18 boîtes en 6 heures, ce qui donne 3 boîtes à l'heure. Si on regarde son pourcentage d'efficacité, l'observation sur la théorie, ça donne 75 %. On vise à se situer au-dessus de 60 %. Donc, pour l'instant, ce ne serait pas si mal si on ne peut pas faire mieux. Si on ne change pas la largeur de travail, on utiliserait assez bien notre fourragère. Est-ce que la capacité, maintenant, est adéquate pour le chantier? Donc, le travail à réaliser, c'est 60 boîtes. À 3 boîtes à l'heure, j'ai 20 heures de travail à réaliser. Il faut que je le fasse en 2 jours. C'est 10 heures de travail par jour. Est-ce que c'est réaliste pour cette ferme-là? Est-ce qu'on va avoir 10 heures disponibles dans chacune des journées? Bonne question. Mon producteur pense que c'est risqué. Donc, le bon vieux réflexe, première solution, change la fourragère, on en achète une plus grosse. Malgré tout, c'est quelqu'un de raisonnable. Il magasine dans l'usager. On lui offre de l'échanger pour un déboursé de 25 000 $. Son rendement va augmenter de 20 %, théoriquement, ce qui permettrait de réaliser 22 boîtes par jour dans le même 6 heures de récolte qu'il fait actuellement. C'est encore insuffisant pour l'objectif qui est de 30. Aussi, le 25 000 $ qu'il va devoir réinvestir, ça va avoir comme conséquence d'augmenter son coût de production de 10 $ la tonne de matière sèche. Donc, en plus de changer la fourragère, il va falloir allonger la durée du chantier de 2h30. Donc, il n'est plus question d'arrêter le chantier pour venir faire le train du soir. Il faut trouver des gens pour travailler soit sur le chantier ou entrer à l'étape. Avec ça, on va atteindre notre objectif de 30 boîtes par jour. Et aussi, ça implique que la veille, il va falloir faucher plus longtemps, il faut en préparer pour la journée du lendemain. Ça va exiger de revoir l'horaire de fauche pour faucher 7h30 au lieu de 4h30. La deuxième solution, c'est d'analyser avant d'emprunter. Est-ce qu'on pourrait mieux utiliser la capacité de la fourragère actuelle? Au lieu de prendre juste le rendement moyen de la fourragère pour la journée, on a regardé comment ça variait d'heure en heure. Au début du chantier, pas de surprise, on commence tranquillement. 2 boîtes et demie la première heure, ça accélère, on atteint 3 boîtes et demie la deuxième, on est au top vers 1 heure. Après ça, ça varie un peu dans l'après-midi, puis sur la fin de l'après-midi, oups, ça diminue. Pourquoi? Bien parce qu'il y a quelqu'un qui s'en retourne à l'étable pour commencer le train vers 4 heures, fait qu'on tombe, un transporteur de moins, fait que la fourragère attend après les boîtes. Le matin, on faisait le tour des fossés, ça allait moins vite, il y avait moins de foin. Donc, quels seraient les moyens pour améliorer ce chantier-là? On pourrait regrouper les andins lorsque c'est nécessaire, d'avoir plus de matériel disponible pour assurer que la fourragère est toujours utilisée le plus près possible de son potentiel. Donc, racler les bords de fossé, s'il y a des champs exigus, ramener des gros andins plutôt que de faire tourner la fourragère en rond tout le temps. Même chose si les rendements sont faibles, doubler les andins. Limiter les temps d'arrêt ou d'attente. L'utilisation de la tâche rapide, c'est super intéressant quand la topographie du terrain le permet. Les chemins de ferme en bonne condition. On a vu des chantiers où la fourragère avait un rendement épouvantable dans le champ. Mais c'était le Vietnam, les chemins de ferme. On ne pouvait pas rouler là-dedans. Et la préparation mécanique avant la journée, c'est sûr que si on a une machine qu'on peut garder en bonne condition toute la journée, elle va donner un bon niveau de performance.
Si ce n'est pas fait, bien, on risque d'avoir une baisse là, de la capacité en cours de route. Maintenir le niveau de performance dans la journée, c'est aussi, si on a des champs bien nivelés, éviter d'avoir à ralentir à tout bout de champ pour traverser des rigoles, des choses comme ça. Ça, je pense que c'est important. Puis, si jamais il y avait un problème, ou en tout cas, il fallait s'arrêter pour des couteaux émoussés, bien, ça vaut la peine de s'arrêter, réviser, puis repartir après. On peut essayer de faire ça au moment où peut-être il va y avoir un délai un peu plus long dans le transport. Voici, on a appliqué les principes que je vous ai énoncés tout à l'heure, puis voici ce qu'on a fait. On n'a jamais dépassé le 4 boîtes à l'heure. On ne court pas plus vite, on ne fait pas mieux qu'on faisait dans le maximum. C'est tous les endroits où on perdait du temps que là, on a amélioré. Puis vous voyez, donc, on a le graphique s'est aplati, puis on a atteint la moyenne de 3,6 boîtes à l'heure. La même chose qu'on aurait eu en changeant de fourragère, mais là, avec une meilleure planification, en ajoutant là, certaines opérations et un peu de main-d'œuvre. On doit aussi, pourquoi pas, augmenter les opportunités de récolte en planifiant. Est-ce qu'en fauchant tôt le matin, en andin large, on ne pourrait pas ensiler un peu la première journée? Il ne s'agit pas ici de forcément adopter la méthode ensilage en un jour. Il y aurait certainement moyen, si on pouvait faire quelques heures la première journée, bien, ça ferait de l'avance pour la seconde. Donc, on aurait pris un tour d'avance. Faucher le matin de la deuxième journée permet de préparer du matériel pour la récolte de la troisième. Parce que, comme dans bien des fermes, le nombre de tracteurs est limité. Le tracteur qui est utilisé pour la fauche, là, c'est le même qui est placé sur le souffleur ensilage. Fait qu'il ne peut pas être à deux places en même temps. Comme on ne rentre pas dans le silage le matin, bien, on peut faucher avec puis le ramener. Et puis, on peut finir la troisième journée le matin, donc, pour compléter. Ici, je vous présente une grille de planification qu'on a préparée avec la formation « Récolter l'ensilage vite et bien ». Pourquoi? Parce que c'est difficile de s'imaginer à quoi peut ressembler un chantier ou comment on peut modifier quelque chose si on garde ça tout dans sa tête. Ici, on a les heures de la journée, on a les tâches à effectuer, puis on a utilisé des codes de couleurs pour identifier les personnes qui peuvent être affectées aux tâches. En regardant ça sur papier, on voit s'il y a des conflits, si à quelque part il nous manque quelqu'un ou un tracteur. Si on revient sur notre fameux producteur efficace, son chantier actuel qu'on voit à gauche, bon, actuellement c'était 4h30 de fauche la première journée, 6h le lendemain. La météo annonçait de la pluie pour le jour 4, donc le jour 3 s'est abstenu, journée de beau temps perdu. Il n'y a rien fait, mais on annonçait de la pluie. On a recommencé après la pluie, puis au bout de la première semaine, il y a 60% du chantier de réaliser. Sa solution rapide qui consistait à investir, et il a quand même dû allonger ses heures de travail par jour. Il a réussi à faire le même pattern, donc la journée 3, il l'a aussi perdu, mais au bout de la semaine, il avait atteint 100% de son objectif. La solution songée, celle où il n'a pas nécessairement changé sa fourragère, mais il s'est dit, est-ce qu'il y a moyen de mieux utiliser les heures disponibles dans les journées propices? On a ajouté des tâches, la fauche, l'endainage, parce qu'il y avait fauché à largeur, il fallait bien qu'il regroupe. Et on a ensilé un peu la première journée. Vous voyez, au bout de 3 jours, parce qu'on a réussi à récupérer la journée 3, le travail était fait. Puis là, j'ai mis quelqu'un sur une serviette de plage qui se repose, mais ce matin, j'ai appris que non, on ne se repose pas, on va épandre le fumier. Là. Bon, c'est quelqu'un qui irait épandre le fumier. OK, c'est bien beau tout ça. Vous allez dire c'est théorique, c'est presque un... Mais ça se peut qu'il n'y ait pas de voisin disponible. Ça se peut que la fourragère que je voulais mieux utiliser soit moins fiable. Ça se peut que le gros tracteur que j'utilise à l'heure actuelle ne puisse pas
opérer une plus grosse fourragère. C'est peut que mon employé s'en aille puis je sois mal pris, autant dans l'étable que dans le champ. Puis finalement, si j'aime pas ça, moi, opérer des tracteurs, si je suis meilleur à l'étable, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Oui, il y a d'autres pistes. Il y a des pistes qui sont l'ACUMA et le forfait. Il y a des avantages, bien entendu. Ça, je pense que la plupart des gens s'entendent là-dessus. L'investissement de machinerie par ferme est plus petit. Ça améliore l'accès à la nouvelle technologie, tout simplement parce que les machines sont utilisées de façon plus intensive à chaque année, fait qu'on les renouvelle plus souvent. La productivité de la main-d'œuvre, bien, les machines ont une plus grosse capacité. Pour le même opérateur, ça fait plus de tonnes de matière sèche récoltées à l'heure. Puis, un autre avantage, si j'ai besoin de main-d'œuvre, en général, que ce soit l'ACUMA ou le forfait, ça vient avec des gens, ça vient avec des opérateurs. Fait que c'est le fun. Les gens viennent, sont habitués, rodés, puis quand c'est fini, ils partent. Parce que je suis content, tu sais, c'est comme la visite. On est content quand ils arrivent, puis on est content quand ils s'en vont. Les inconvénients. Bien entendu, celui qui revient tout le temps, perte de contrôle sur la disponibilité du chantier, où on a l'impression qu'on n'a plus le contrôle, on l'a beaucoup moins. Comment on peut le compenser? Bien, entre autres, il faut améliorer notre niveau de planification. Il faut savoir beaucoup plus à l'avance ce qu'on va avoir à faire, quand est-ce qu'on va avoir à le faire. Puis ça implique, comme on ne travaille plus seul, bien, ça implique de bien communiquer avec nos partenaires si on travaille en CUMA, puis notre forfaitaire. Bon, exemple, si je communique à l'avance avec mon forfaitaire pour lui dire que je pense que je vais être prêt dans 3 jours, puis lui me dit « Ouais, mais j'ai quelqu'un qui m'a déjà réservé pour la fin de semaine, puis que la météo le permet, mais je peux lui dire « Bien, viens vendredi d'abord, je vais le faire une journée plus tôt. » C'est possible. Si j'attends samedi matin ou vendredi, si j'attends vendredi de dire « Tu viendras le lendemain », ça peut être un problème. Puis à l'inverse, souvent, quand vous êtes un client assidu de ce forfaitaire-là, c'est lui-même qui va prendre les devants quand il fait la planification de ses travaux. OK? Ici, je mets 2 tableaux d'investissement en machinerie pour le chantier de récolte des fourrages. Une ferme individuelle, 4 fermes regroupées en CUMA. Ferme individuelle, c'est pas compliqué, c'est des machines un peu plus petites, usagées, j'ai mis un amortissement de 50 %. Les 4 fermes en CUMA, c'est des équipements plus gros, plus grosse capacité, et tous flambant neufs. Donc, ça donne une idée là, de l'écart entre les deux. C'est des valeurs que j'ai prises dans les références économiques. Malheureusement, pas malheureusement, j'ai pas pris le temps de faire le tour des fournisseurs, des vendeurs de machinerie chez nous. À cette heure, quand on vient à la réalisation du chantier, il y a encore la ferme seule, il y a la CUMA, puis il y a la possibilité de faire à forfait. Je n'ai pas investi dans le forfait, mais c'est une possibilité là, pour la réalisation de la récolte. On a un exemple ici pour l'ensemble des opérations. Je pense que la ligne totale est intéressante. Il y a, semble-t-il, des économies à faire quand on travaille avec, par exemple, une solution qui utilise plus les équipements, que ce soit l'ACUMA ou le forfait. On voit l'impact sur les coûts. Encore une fois, ça a été fait à l'aide des guides de référence économique. Ce serait important, si jamais quelqu'un veut faire ça chez lui, de prendre les valeurs, ce qui existe vraiment dans sa région, les tarifs des gens à forfait dans sa région. Pourquoi, d'où vient l'avantage qu'on a retrouvé dans le diapo précédent? Vient essentiellement de l'intensité de l'utilisation. On voit que la ferme moyenne, qui se retrouve à gauche du graphique, utilise peu d'heures par année. On voit que c'est autour de 50-60 heures. Ici, ce que je vous ai fait, j'ai mis la courbe de coût horaire en fonction de l'utilisation d'une fourragère qui aurait coûté 75 000 $. Donc, une ferme moyenne lui coûterait entre 130 et 150 $ l'heure.
à cause de sa sous-utilisation. Si on prend les autres solutions, que ce soit une grosse ferme, une CUMA ou forfait, donc plusieurs heures d'utilisation, on voit que ça coupe ces coûts-là à peu près par 3. Par contre, on s'aperçoit que la ligne mauve, on va l'appeler, elle augmente. Les frais d'entretien vont augmenter. C'est normal, on l'utilise plus. Donc, les risques de bris aussi. Il faut peut-être faire attention de ne pas s'en aller complètement à l'extrême. Oui, on va avoir des meilleurs coûts à 250 heures. Bon, on prend peut-être des risques importants. Peut-être qu'autour de 150 pour la différence de coûts horaires, c'est un petit peu un peu plus prudent. Un autre avantage de travailler comme ça, c'est pas que monétaire, c'est du temps. Beaucoup moins de temps de travail sur chacune des fermes. On le voit ici, là, ce que ça prenait. Même l'endainage, si j'ai pris la dernière solution où je faisais des andains larges, il y aurait 14 heures d'endainage à ajouter là. Donc, il y a d'économies de temps. Exemple, ici, si vous prenez la dernière colonne, forfait avec, c'est du très gros matériel, fourragère automotrice et faucheuse automotrice, on voit que ça, c'est très réalisable en une seule journée. Donc, la récolte, la première coupe va être faite au complet chez ce producteur-là en une seule journée. Donc, ça peut être très intéressant au niveau de la planification du travail. Une partie de l'explication, c'est bien sûr une ferme individuelle, main-d'œuvre et tracteur limité, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, on arrête une opération pour en commencer une autre, assez souvent. Les opérateurs sont polyvalents, c'est parfait, sauf qu'ils ne vont pas toujours chercher l'optimum de leur machine. De l'autre côté, bien, on le voit là, en CUMA au forfait. On peut continuer à faucher, même si on a commencé à ensiler. Les opérateurs spécialisés, souvent connaissant bien leur machine, vont exploiter au maximum la capacité. La clé du succès, c'est maximiser l'utilisation des journées propices. Donc, toutes les heures disponibles dans une journée de beau temps, il faudra essayer de s'en servir. Le matin, entre autres. Éviter les arrêts pour le train. Combiner les solutions. Il n'y a pas de... ce n'est pas une religion, là. On peut très bien... garder un petit équipement, faire le gros de la récolte, la première coupe à forfait, faire les autres de façon différente. Ça peut très bien fonctionner chez vous. Il s'agit de bien identifier l'endroit où ça pose problème, puis de trouver la solution qui s'applique. Investir dans le terrain avant d'investir dans les machines, du nivellement pour s'assurer que les opérations vont se faire toujours. On va utiliser la meilleure capacité de la machine qui récolte au champ, drainage, etc., les chemins de ferme, comme j'ai dit. Ces solutions-là, non seulement vont permettre d'aller plus vite, de réduire les frais d'entretien, puis en plus de ça, risquent d'avoir une influence positive sur les rendements. Finalement, trouver des gens disponibles ponctuellement. Tout le monde nous dit qu'il n'y a pas moyen de trouver de main-d'œuvre pour la ferme. Par contre, ici, on ne cherche pas des employés à temps plein qui vont venir faire le train dimanche matin à 5 heures. Là. Ça, personne ne veut aller là. Ici, ça peut très bien être, puis pour en avoir parlé à quelques producteurs, un producteur retraité là, à qui tu demandes de venir en milieu d'après-midi, te remplacer au champ pour transporter des boîtes d'ensilage jusqu'à 8 h, 9 h le soir, puis il va faire ça une semaine au mois de fin mai, début juin. Ça se peut qu'il ait le goût de faire ça. Moi, j'ai discuté avec des producteurs qui me disaient, des retraités qui me disaient que ça, ils aimaient ça, des petits contrats comme ça. Ça les garde en forme. Puis, très important, on a un chantier qu'on veut très efficace, tout ça. Donc, s'il y a un problème en cours d'opération, ça risque d'avoir des conséquences. Donc, on ne peut pas arrêter pour se mettre à chercher, à penser à quelle solution on devrait mettre de l'avant. Il faut qu'on y ait réfléchi bien avant de commencer le chantier. Au moment de la planification, il faut avoir vérifié les opportunités. Est-ce qu'un concessionnaire dans le coin de chez nous a des équipements qui seraient prêts à nous louer, dans quelles conditions, etc. Est-ce qu'on a un voisin qui pourrait le faire? Est-ce qu'il y a un forfaitaire qui serait prêt à venir? Ce serait quoi son délai, etc.
Parce que ce qu'on va faire quand on va avoir un problème, on va faire exactement comme dans un cas d'incendie. Hein. Vous ne faites pas votre plan d'évacuation quand le feu pointe. Vous l'appliquez. OK, la conclusion. Ça, c'est un producteur qui me l'a dit. L'objectif qualité, là, ça augmente énormément le stress sur le producteur et son équipe. Donc, la planification du chantier, en permettant d'identifier des risques potentiels puis des prévenir, donc ça diminue le niveau de risque, ça diminue le niveau de stress. La planification, c'est identifier les goulots d'étranglement, cibler les solutions, puis on peut en vérifier la faisabilité bien assis au chaud l'hiver dans le bureau. Ensuite de ça, quand on a décidé de comment on allait fonctionner, bien organiser les opérations, s'assurer que notre équipe va être bien informée, va savoir comment on va fonctionner, puis toujours, comme je vous ai dit, planifier comment on va réagir aux imprévus. Maintenant, ça c'était tout théorique, peut-être simpliste. Donc, je vais inviter M. Guy Gauthier de la ferme Belle-Vache à venir vous expliquer, lui, comment il travaille. J'espère qu'il ne me contredira pas trop, là. Fait que, Guy. Merci, René. Donc, c'est ça. Mon titre de la conférence s'appelle « Chantier efficace ». Moi, je mettais des points d'interrogation à côté de ça. Mais c'est sûr que nous autres, c'est selon nos objectifs, comme René le disait au début. Donc, je vais essayer le bouton. D'accord. Donc, avant de vous parler de comment est-ce qu'on... Pourquoi j'étais ici, je voulais quand même vous dresser un petit portrait de ce qu'on est chez nous, comment ça fonctionne, présenter un peu l'entreprise. Donc, on est situé à Sainte-Anne-des-Plaines. C'est à cheval entre les Laurentides et la Naudière. On a une centaine de vaches à lait, 100 kg de quota à faire. Ça représente 25 du revenu. On a 50 du revenu qui vient des grandes cultures biologiques. Puis le troupeau, il n'est pas certifié biologique, lui, en production laitière. Puis il y a un autre 25 des revenus qui vient de les travaux à forfait, le déneigement, des ventes de fumier, puis une petite érablière. Donc, ça a commencé en 1958. Mon père a acheté de son père. Ensuite, nous autres, on est 4 frères qui s'est associé avec mon père de 83 à 96. Puis depuis 2009, il y a des neveux et nièces qui embarquent avec nous autres. Fait que là, à un moment donné, on était 9 associés. Là, mes parents débarquent, ils débarquent cette année, puis mon plus jeune embarque, fait qu'on va être 8 associés. À ça, il vient se greffer une dizaine d'employés. Ça peut être encore des neveux et nièces aussi, ou des amis d'eux autres. En tout cas, ça peut être apparenté ou pas, là, mais on a une dizaine. Donc, ça nous fait une équipe. Oups, c'est peut-être pas la bonne équipe, là. L'équipe qu'on a, bien, c'est celle-là. Donc, puis cette équipe-là, bien, elle travaille sur une ferme, et c'est la ferme chez nous. Donc, comme je vous disais, on cultive environ 800 hectares. Fait que Sainte-Anne-des-Plaines, ça porte vraiment son nom, là. Les montagnes ne sont pas trop hautes, là. Dès qu'on va, nous autres, en tracteur, près des fossés, là, on trouve que c'est abrupt, là, mais quand on va dans certaines places, puis je vois les gens cultiver, c'est pas le même... c'est pas le même défi que nous autres, là. Se promener avec une boîte d'ensilage ou des tanks à fumier à la plaine, c'est pas la même chose qu'en Beauce, d'après ce que j'ai entendu. Donc, on cultive 800 hectares. On a 90 à peu près en foin, une vingtaine en maïs en silage. On a à peu près 700 en maïs, soya, blé, épaute. Ça, comme je vous dis, les champs, c'est certifié bio. Ceux qui ne le sont pas, c'est les terres nouvellement acquises ou nouvellement louées. Ça prend 3 ans, les 3 premières récoltes. Ensuite, ça devient bio. On fait aussi de l'engrais vert, de l'avoine pois pour aider, dans le fond, les engrais verts, on s'est aperçu dans le biologique que c'était essentiel pour arriver avec un rendement de maïs qui a de l'allure. Donc, on est dans une zone 2700. Avant, c'était 2006. Le sans unité, on l'a eu gratuit, là, mais, à date, ça n'a pas nécessairement paru nécessairement tout le temps. Nos qualités de fourrage qu'on fait, j'étais content à 33, mais là, quand je regarde la conférence à René, ben, je me dis, il faudrait peut-être que je la baisse à 28. Là.
Parce qu'il me semble qu'il y a encore de la place dans le compte de banque pour mettre des chiffres de plus. Fait que si ça coûte moins cher, on va essayer de faire ça. Moi, je me dis tout le temps chez nous, quand on regarde ça, je dis que nous autres, notre tâche, c'est de favoriser, dans le fond, la croissance des plantes, puis des récolter le mieux possible, puis en ayant une qualité. Qualité, par exemple, pour moi, il n'y a peut-être pas juste l'ADF, c'est sûr que les protéines, l'énergie, mais il y a aussi les toxines, puis les moisissures, tout ça, là, bien entendu, ça fait rapport à ça. Donc, tout ça dans le but d'avoir un prix, puis tout ça, bien, c'est pour avoir des gens contents. Fait que là, c'est mon petit bonhomme, ça. Fait que je le trouvais, moi j'avais trouvé ça beau, cette photo-là, il l'amène à l'épicerie, c'est la première fois, il est tout content. Fait que je me dis, les gens qui arrivent à l'épicerie, il faut qu'ils soient contents des prix qu'ils payent. Mais je sais bien qu'on s'habitue tous, en tant que consommateur, on aime bien tout, on s'habitue vite à un prix bas. Hein. Autant comme un salaire élevé, on s'habitue vite à ça aussi. Parce qu'en passant, nous autres, quand on est partis en 83, ça je disais aux enfants, on gagnait le salaire minimum, en 80, le salaire minimum était à 4 piastres de l'heure. Puis nous autres, à la ferme, on était partis à 2 piastres de l'heure qu'on se donnait. Donc, quand on était associés. Donc, mais là, il me semble qu'on serait plus capable de vivre avec ça. Mais c'est pour ça que je dis qu'on s'habitue vite à ce qu'on a, d'un bord ou de l'autre. Donc, avoir des gens contents, comme je dis, il n'y a pas juste les consommateurs, il y a nous autres aussi à la ferme qu'il faut être contents avec notre coût de production puis avoir de l'argent pour faire nos petites activités. Il n'y a pas juste le travail comme de raison. Là. Donc, on continue. Fait que mes aliments de qualité, comment que j'y arrive? Bien là, c'est ça, c'est en planifiant nos affaires puis en ayant des objectifs de qualité pour nourrir nos animaux, selon les animaux qu'on a, ou le marché qu'on vise. Si on fait du foin pour les chevaux, c'est peut-être pas la même affaire, mais c'est encore un marché qu'il faut répondre à ces critères. Donc, idéalement, il faudrait bien être capable de produire à moindre coût que le coût du marché, si on veut avoir un peu d'argent pour chez nous. Donc, la qualité des aliments, c'est aussi pour avoir des animaux en santé. Des animaux, mais aussi des gens en santé, parce que d'après moi, la santé part beaucoup de la terre, dans le fond. Tout ce qu'on mange, ça vient de la terre. Donc, qu'on soit animal ou un humain, bien, c'est sûr que ça nous prend des bons aliments. Puis si je reviens un petit peu sur le troupeau, nous autres, le troupeau, j'ai dit tantôt, on a 95 vaches avec les taris, une moyenne de 9700, un petit peu plus que 100 kilos à faire par jour. Notre taux de réforme est à 30 %. J'aimerais bien le baisser à 20 %. Ça fait longtemps que je travaille pour le mettre à 20, mais je n'ai pas réussi encore. J'ai toujours des vaches qui me semblent un peu trop malades à mon goût. Je ne sais pas s'il y a des... Je sais que présentement, depuis 2 ans, j'ai des problèmes de toxines. J'en parle, tantôt je vais revenir. Mais ça reste quand même, dans ma philosophie d'entreprise, j'aimerais bien ça, baisser notre taux de remplacement pour avoir des troupeaux, avoir des troupeaux qui seraient 1 an ou 2 plus vieux que présentement. J'ai une moyenne à peu près comme tout le monde, 3,9, 4, pas comme tout le monde, mais comme la moyenne, je veux dire. Mais il me semble que j'aimerais bien avoir, mettons, des vaches qui auraient un troupeau qui aurait 5 ans ou 6 ans d'âge moyen. L'intervalle de vêlage est à 418 jours, fait qu'en tout cas, c'est ce qu'on a à faire. C'est ce qu'on a. Ici, c'est ces 3 silos-là qu'on a à remplir. Nous autres, on est dans silo tour. On a déjà été à bunker, mais avec un bunker, ce qu'on avait fait dans ce temps-là, on avait 80 vaches, 75-80 vaches, puis j'avais des problèmes à la reprise. Donc, à un moment donné, on a acheté 2 silos bleus. Dans le temps, les 2 silos bleus étaient hermétiques. Mais on a eu des problèmes, là, puis si j'aurais peut-être écouté la conférence de Germain, peut-être que ça m'aurait aidé. Tantôt, il parlait de respiration, puis tout ça. Là, on avait des problèmes là-dedans. Mais il y en a un qui était en maïs-grain humide, puis à cette heure, nous autres, on a des robots pour traire les vaches, puis en tout cas, ça ne marchait plus avec ma régie. Là. Donc, présentement, j'ai 2 silos de 20 pieds de diamètre, un de 80, l'autre de 85 pieds de haut, 20 pieds de diamètre. J'ai ces 2-là en foin, puis un 25-92 en maïs en silage. Donc, avec ça, je remplis mes besoins de troupeau. Fait que moi, René, je ne le compte pas en boîte, je le compte en silo. Mais, donc, c'est beau. Puis nous autres, c'est ça, on est encore au silo, mais je sais que rendu à un certain niveau, les bunkers deviennent avantageux, mais encore là, la reprise est très importante. Puis aussi avec les silos, l'avantage qu'on avait, on était déjà pas mal équipés.
Fait que toute la ration se fait automatiquement, puis tout ça. Donc, on m'a parlé un peu, là je vais vous amener tranquillement sur notre chantier dans le silage. Nous autres, on fauche, on vise dans le fond un jour. Bien, on veut que ça se récolte, la fourragère travaille une journée, mais c'est des bonnes grandeurs. Nous autres, on vise 50 hectares en une journée. On n'est pas tous d'accord, mais on a suivi avec le cours de Valecta, en tout cas, on s'est dit, on a suivi la formation pour les chantiers dans le silage. Puis là, comme cet été, on a fauché, ben, j'ai été prendre une photo, à un moment donné, cette photo-là, il était 7 heures le soir, même plutôt 20 heures le soir. Puis il avait commencé à faucher à 5 heures. Fait que ça, l'heure qu'on commence, ça dépend beaucoup de l'humidité du sol, le rendement qu'on prévoit, parce que quand c'est bien dense, ça sèche, ça prend plus de temps à sécher. L'humidité du sol aussi empêche le séchage. La météo qui s'en vient. Donc, tout ça rentre en ligne de compte. Nous autres, on fauche à peu près 6 hectares à l'heure. Fait que donc, souvent, il va commencer à faucher 5-6 heures le soir pour finir vers 9-10 heures. Puis le lendemain, on essaie de commencer à ensiler vers 11 heures midi. Là, mais encore là, c'est assez dur. Je ne sais pas si c'est moi, ton producteur, qui t'a dit que c'était stressant de l'ensilage. Je trouve que c'est la récolte qui est la plus stressante parce que, tu sais, nous autres, on vise, c'est ça, là, 37-39 d'humidité, de matière sèche. Donc, mon frère, il dit, coudonc, t'es jamais content. D'un coup, je lui dis, ah, il est trop humide, trop humide, trop humide. D'un coup, une heure après, je dis, il est trop sec. Mais là, il me dit, de combien? Bien là, je dis, on est rendu, mettons, à 40. Il dit, mais voyons donc, c'est parfait. Mais, à un moment donné, je trouve qu'on essaie de viser vraiment, là, ça pine. Donc, fait que nous autres, en tout cas, en gros, c'est ça, on s'arrange pour, on fauche, on prépare ça. Le lendemain matin, on continue à faucher. Puis ça, c'est un tracteur de 140 forces avec une faucheuse frontale, puis une faucheuse c'est notre faucheuse de côté, là, c'est juste une faucheuse rotative, il n'y a plus de conditionneur sur nos faucheuses. Ça nous permet de faire des andins larges. Présentement, par exemple, moi, je pile sur le rang avec le tracteur, juste 1 sur 2, comme de raison, celui qui est en avant du tracteur. On a fait ça. Ensuite, nous autres, on commence à andainer en même temps que la fourragère. En premier, même, je m'en vais essayer de faire des tests avec la fourragère, voir si l'humidité est à combien, là, plutôt que d'acheter mon foin. On plante le pick-up à terre, puis on ramasse 50 pieds dans le silage, on le met dans une boîte, puis on analyse ça, voir si l'humidité est rendue correcte. Parce qu'à la main, je trouve que c'est encore trompeur, je trouve que je manque encore d'expérience là-dessus. Donc, c'est un tracteur qui se promène avec un roto soleil. Je suis en train de suspecter que c'est mon roto soleil qui m'amène des toxines dans l'ensilage parce que je pense que j'inocule mon foin de petites particules de terre. Puis dans la fermentation, je suspecte ça. Mais sauf qu'on est 8, comme tantôt, je vous le disais, là. C'est pas tout le monde qui pense comme moi. Fait que là, encore, ça fait 2 ans que j'y pense, mais le roto est encore là. Donc, là, on regardait, nous autres, je regardais pour un gros roto merger, là, mais les prix sont vraiment élevés de ça. Donc, c'est ça, là, je vous ai parlé, je vous ai incriminé ce roto-là. Ça, c'est mon père souvent qui embarque là-dessus. Ça, c'est avec notre fourragère, un camion, un autre camion. Nous autres, on a 2 camions. Tantôt, je l'ai dit, dans nos travaux aussi, mon père avait commencé à vendre du fumier de poulet en 1958, puis on le vend encore. On en vend encore. Donc, on a 2 camions, fait que c'est pour ça qu'on se sert de la machinerie qu'on a déjà là. C'est rapide, mais les trocs, c'est vraiment le fun après. Quand le champ il est plus qu'à 1 km de distance, c'est vraiment le fun. Sauf qu'il y a des pneus de camion, puis il y a un poids de camion. Puis la terre chez nous, c'est de l'argile Sainte-Rosalie, puis ça, c'est... encore là, c'est un point qu'on n'est pas nécessairement tout le temps d'accord. Mais un été sec, il n'y a aucun problème, les camions dans le champ. Mais un été mouilleuse, bien là, on essaye de les sortir. Ou aussi, on a des trailers avec des pneus à ballon là, qui permettent de remplacer les trocs. Mais à ce moment-là, c'est moins rapide. On est toujours en discussion, en réflexion de toute façon là-dessus aussi. Hop. OK. Les camions ils sont vidés dans notre ancien bunker.
Puis là, on le reprend avec un loader, puis on vide dans une boîte en silage qui est là, stationnaire. Sur cette photo-là, vous avez un tracteur sur le blower, mais depuis 3-4 ans, c'est un moteur électrique qu'on a mis là. Puis le moteur, c'est un moteur électrique de 100 forces. Le moteur celui qui fait marcher le blower, c'est 100 forces, puis l'autre, c'est 35 forces pour faire rouler une pompe hydraulique sur la boîte là, qui vide en permanence dedans. Donc, ça nous aide beaucoup là, pour la vitesse d'exécution. Le tracteur, c'est parce qu'on trouvait que les tracteurs avaient d'autres choses à faire que d'être plantés là. Donc, on va arriver un peu là aussi. Moi, dans le fond, je vous parle aussi, c'est pour... on m'a demandé ça, c'est parce que moi, j'ai une particularité chez nous, c'est qu'on a commencé à faire la comptabilité de chaque machine qu'on achète. Pas chaque machine, mais chaque machine avec un moteur motorisé. Nos tracteurs, puis tout ça, c'était pour savoir quand est-ce qu'on les change. Puis celle-là, elle avait sa feuille. Elle a sa feuille. La feuille que j'ai faite pour elle, ça ressemble à ça. Ça, c'est un chiffrier Excel qui a 10 ans. Là, vous ne voyez pas les chiffres pour tout de suite, mais on va y aller en détail un peu plus. Donc, vous voyez, mettons, nous l'avons acheté le 23 juin 2005. C'était une fourragère de 1993. On l'avait payé 66 000 à ce moment-là. Mais on savait qu'il y avait de l'argent à mettre dessus pour la rendre au goût du jour, si on veut, là, en forme. On a continué. Là, si je continue sur la feuille, on s'en va 10 ans plus tard, au 31 décembre 2014. J'ai encore la même fourragère 93, de 1993, et je l'ai toujours payé 66 000. Mais là, en bas, il y a un 55 000 de marqué à l'écran. C'est que c'est les améliorations qu'on a faites depuis qu'on l'a acheté. Comme je vous ai dit tantôt, on l'avait payé 66 000, mais là, on savait qu'on avait à mettre 35 000 dessus pour la mettre top shape. Donc, on avait mis à peu près un 25 000. Puis après ça, j'ai vu l'autre jour, en préparant la conférence, qu'on a changé le nez crêpeur en avant. On a changé la table à maïs, puis on a mis un nez crêpeur. Fait que c'est pour ça qu'on a ajouté 55 000 dessus. C'est pas de l'entretien, c'est vraiment, on calculait, c'est une immobilisation dessus. Fait que c'est pour ça qu'il est comme dans le prix d'achat, c'est une amélioration dessus. Ensuite, dans ma feuille que j'ai faite en 2005, j'avais mis un taux d'intérêt ou de rendement de 5 %. C'est que dans le fond, moi, je me dis à tous les ans, chaque machine chez nous, puis partout, tout le monde, on est pareil. Dans le fond, que ce soit ceux qui n'ont pas de ferme, avec leur auto, ils se posent toujours la même question. On peut toujours se dire, « Oh, mon auto est rendue à 4 ans, là, je la change. » Il y en a qui vont dire, « Non, moi, je la garde, je l'entretiens. » Mais il y a toujours un coût à notre décision. Mais c'est chacun à la décider. Puis moi, c'était ça que je voulais savoir exactement. Donc, à chaque année, la machinerie, on se dit, est-ce qu'on la garde? Puis on continue à l'entretenir, ou on la change, ou on la vend, puis on ne la remplace pas, on fait d'autres choses. Donc, si, mettons, à 5 % d'intérêt à tous les ans, cumulé, ça m'aurait coûté 34 000, en tout cas, j'ai payé ou bien 34 000 d'intérêt de plus ailleurs, mettons, quand j'empruntais, puis tout ça. Ensuite, si je continue un peu plus loin, depuis 10 ans, elle nous a coûté 67 000 d'entretien cumulé, là, le total des années. Puis ça, c'est sans compter. Nous autres, on a un mécanicien qui est chez nous, c'est sans compter son temps. C'est quasiment tout est réparé chez nous. Donc, elle nous a coûté 65 000 sans temps de mécanicien, juste des pièces. Donc, ça revient à 77,92 $ de l'heure. Puis pour un total que si j'additionne tous mes chiffres que je viens de dire, là, dans l'achat, 66, plus le 55 000, plus le 34 000 d'intérêt, plus l'entretien, ça nous a coûté 222 000 d'avoir notre fourragère. Encore au 31 décembre, si je continue un peu plus bas dans mon calcul, on a dit combien est-ce qu'elle vaut notre fourragère au 31 décembre. On a évalué qu'elle valait 50 000. L'année passée, 55 comme vous voyez, puis l'année d'avant, 55 000 aussi. C'était qui l'a évalué? C'est mon neveu, là, Étienne, là, qui lui regarde ça sur Internet un peu plus, puis il est tout plus au courant que moi des dossiers. Donc, je dis tantôt, à l'autre page précédente, la diapositive précédente, on voyait que ça avait coûté 222 000. Si je la revends 50 000, ça nous a coûté 172 000 d'avoir notre fourragère. Puis là, elle est rendue, au 31 décembre, elle avait 2315 heures.
Puis dans l'année courante, là, elle avait fait 84 heures. Puis regardez les 2 autres années d'avant, elle avait fait 62 puis 58 heures les années d'avant. Ça ne fait pas beaucoup d'heures. Donc, à l'heure que je l'ai utilisé chez nous, elle nous a coûté 200 $. Puis l'année en cours, là, vu qu'elle avait été assez fine, elle n'avait pas coûté trop cher, elle avait coûté 103 $ de l'heure. Mais regardez les 2 années précédentes, 235 $ de l'heure, puis l'année d'avant, 753. Fait que, toujours en tout cas, est-il que si on s'en va à la ligne du bas, c'est ça, là, je te rendu un petit peu plus bas, la fourragère, depuis que je l'ai, elle nous a coûté 18 000 $ par année depuis que je l'ai. Fait que dans le fond, c'était ça, nous autres, qu'on regardait avec cette feuille-là. Le but, c'est d'avoir des chiffres vraiment chiffrés, là, avec des chiffres avec une donnée sûre de ce qui s'est réalisé chez nous. Là. Parce que des fois, on se souvient surtout de la dernière réparation qui nous a fait fâcher pas mal, puis qui nous a mis dans le trouble. Mais avec ça, on sait un peu plus où on s'en va. Donc, avec ces données-là, bien là, on fait des réunions. C'est que là, on essaie de réfléchir à ça. On essaie de planifier les projets, planifier le chantier, je veux dire. Puis, on avait suivi, comme je l'ai dit tantôt, la formation de Valacta sur les chantiers, puis ça nous a bien aidé pour atteindre quand même un niveau d'efficacité. Puis souvent, on s'aperçoit que même avec moins d'équipement, on peut faire, mais une meilleure organisation, on peut faire mieux, puis même plus de qualité, puis tout ça, si c'est mieux organisé. Puis en passant, tantôt, ce que j'ai réalisé, là, j'ai demandé, cette année, notre fourragère, elle nous a joué un petit tour. Pendant la première coupe, on commençait à ensiler, on avait à peu près le quart de fait, puis tout à coup, ça s'est mis à niaiser. Nous autres, notre fourragère, on a un trouble intermittent dessus. Mais quand le soleil est là, il n'est pas intermittent, lui, puis... fait que là, à un moment donné, dans la journée, je m'aperçois que j'entends les gars sur le CB. Moi, je suis en bas, puis je mettais l'ensilage dans la boîte. J'entends un gars dire « Oups! » Bien là, je m'apercevais que les voyages ne rentraient plus. Fait que là, je les entends sur le CB dire « Il faut arrêter. » Fait que moi, j'ai appelé quelqu'un que j'avais parlé pendant l'hiver. J'avais dit « T'es-tu disponible, toi, pour venir? » Fait que je l'appelle. Il était en train d'ensiler à quelque part. J'ai dit « Je te rappelle. Moi, si la fourragère ne repart pas, je te rappelle. » Finalement, elle est repartie. Une demi-heure après, elle nous a niaisé encore. C'est à la fin, je l'appelle, j'ai dit « Viens-t'en ». La fourragère repart dans le champ. C'est à la fin, à un moment donné, quand la fourragère est arrivée, il a remplacé la note, puis la note, on lui a donné un restant d'année sabbatique. Là. Elle a fait juste à peu près le tiers de la première coupe. Puis là, je regardais ça en préparant la conférence. Ça nous a coûté 12 000 $ d'ensilage cette année. Puis quand tantôt, je vous ai montré, ça nous avait coûté 18 000 la fourragère dans notre aventure. À date, ça nous a coûté 18 000 par année. Si je la vends à 50 000, je ne suis pas sûr de la revendre 50 000. Là. Donc, en tout cas, là, tout ça, en tout cas, il y a quand même encore des discussions à avoir chez nous, là, mais là, ça la simplifie un peu là, quand tu dis que tu payais 18 000. Puis ça, 18 000, c'était sans compter le temps de mécanicien, comme j'ai dit. Il n'y a pas de diesel de payer dedans, puis il n'y a pas de l'homme qui est payé dessus. Là. Il n'est pas payé. L'homme ou la femme qui est assis dessus, ils ne sont pas payés. Donc, fait qu'avec tout ça, là, dans le fond, quand on analyse la situation, puis tout ça, là, il nous reste juste à passer à l'action. Fait que, merci. D'autres vidéos de conférences sont disponibles sur le site du CRAAC.